Donc vous voyez ces exemples, les précédents, on voit que même quand on a la liberté, on se contraint à faire les mêmes choses, c'est ce qu'on pourrait conclure. C'est vrai que on dit que le métier d'architecte, c'est un peu un travail, d'une certaine manière, en liberté conditionnelle, d'une certaine manière. D'ailleurs, contractuellement, avec la SCA, la norme dit qu'on doit toujours un devoir de diligence et fidélité envers son commanditaire. Ce qui est assez joli, en fait, ces deux termes, diligence et fidélité. Donc, le concours, donc c'est notre espace, finalement, dans l'exercice de la profession, où on peut, en théorie, et quand les conditions sont données, exercer pleinement cette forme de liberté. Et pour illustrer cela, je trouve qu'un exemple intéressant, certains qui ont participé à ce concours sont peut-être pas d'accord, mais c'est le musée cantonal des Beaux-Arts, où un des points essentiels au départ de ce concours, c'était la conservation des halles de locomotives. Au fond, la base du concours, c'était en quelque sorte comment transformer cette halle de locomotive en un espace muséal. D'ailleurs, cette halle, là je vous sors l'affiche qui n'est plus tenue à jour, bon, évidemment, parce que le bâtiment a été démoli, mais qui était classée en note 2. Donc, quand on voit note 2, ça veut dire que c'est un bâtiment qu'on ne peut pas démolir. On peut faire des transformations, on peut l'adapter, mais en tout cas pas le démolir. Or, qu'est-ce qui s'est passé dans ce concours, un concours sur présélection? Je tenais à vous montrer cette image parce que pour ceux qui ne sont pas de la profession, ne se rendent pas compte de ce que c'est cet exercice de concours d'architecture qui est très normé en Suisse. On a toute une série d'exigences où, par exemple, les maquettes sont rigoureusement identiques dans leur présentation. Et dans celui-là, on voit que dans les 18 bureaux qui ont été retenus lors de la présélection, je peux vous dire que la présélection était très rude parce qu'il y a des grands noms d'architecture mondiale qui ont été écartés pour ce concours, comme peut-être ça vous dit quelque chose, Sarah Halit, une grande architecte qui est décédée il y a quelques années, qui était Pritzker, elle n'a pas été retenue parce que je pense que ses œuvres ne faisaient pas l'unanimité pour le jury. Enfin, je ne sais pas quelles sont les raisons, en fait, il n'y a aucune raison valable, objective pour l'écarter. Il n'en reste pas moins que dans ces 18 bureaux, il n'y en a qu'un seul, il y en a deux en fait, mais il n'y en a qu'un seul véritablement qui a osé, et le jury le relève, qui a eu le courage, on peut dire, il y en a qui l'ont dit, ils ont osé désobéir en fait. Ils ont rasé tout simplement ce bâtiment parce qu'ils ont considéré, suite à l'analyse qu'ils ont fait des lieux, que maintenir ce bâtiment coupait une opportunité de faire de la ville. D'ailleurs, le jury le présente comme ça, il dit ce projet, il fabrique de la ville, de l'urbanité. Et c'est vrai que je pense qu'il fallait avoir un regard parfaitement décomplexé et à quelque part n'avoir rien à perdre, de venir avec une proposition qui finalement d'un geste, c'est celui que j'ai encadré, que vous connaissez tous d'ailleurs maintenant, fait fi de la contrainte principale de ce concours. Et moi, je trouve que c'est justement là le courage aussi du commanditaire d'oser faire fi de la principale contrainte qu'ils ont mis. Même le thème du concours a été détourné d'une certaine manière, puisqu'il ne s'agit plus de transformer un bâtiment, mais de créer un nouvel espace de ville. Alors d'ailleurs, l'image que vous voyez qui a été présentée lors du concours, elle est plutôt austère. Hein. Je ne sais pas tellement l'ambiance qui a conquis, j'imagine, le jury, en tout cas le jury non professionnel, mais les opportunités qui s'ouvraient suite à cette intervention. D'une certaine manière, le protagoniste n'est pas tant le bâtiment, en l'occurrence, que les espaces ou les possibilités, le potentiel d'espace qui s'ouvrait avec cette intervention. Alors oui, j'ai mis, c'est intéressant de confronter le deuxième prix, qui est un bureau très connu, enfin pas des non-professionnels, mais qui a fait un projet, bon, moi je ne l'ai pas analysé, je ne le comprends pas forcément très bien, mais on voit bien que c'est toute une autre thématique qui a été développée, et puis il y en a d'autres qui évidemment, la plupart, enfin tous ont gardé et se sont un peu cassés les dents à résoudre une situation inextricable qui finalement trouvait, en tout cas aux yeux du jury,
Il faut dire que le président du jury de ce concours, c'est l'architecte David Chipperfield, que vous avez certainement entendu nommer, qui a récemment fini l'extension du Kunstmuseum à Zurich, qui a fait l'île des musées à Berlin, qui est une des figures les plus respectées de la profession. On s'est dit, on va aussi montrer ce Parlement, c'est aussi un concours, il aussi fait parler de lui. Parce que de nouveau, ça pose cette question de la liberté. A priori, justement, le concours, c'est un espace de liberté avec un jury qui va justement, alors, des fois peut-être pondérer, y compris les critères qui avaient été donnés au départ, comme l'a dit Simon par rapport au musée cantonal des Beaux-Arts. Au départ, la liberté n'allait pas jusqu'à pouvoir détruire un bâtiment existant, et puis finalement, le jury dit oui, alors on peut offrir cet espace de liberté parce que finalement, la proposition des architectes est suffisamment convaincante. Et bien, c'est intéressant parce qu'on est déjà avec l'image de gauche dans quelque chose qui est une adaptation du projet qu'avait gagné le premier prix pour ce nouveau Parlement, parce qu'au départ, le toit devait être en zinc, et puis assez vite on a dit ah oui, non mais attention, un toit en zinc ici, ça s'intègre pas bien, donc ok, le jury a donné le premier prix à ce bâtiment-là, mais en même temps, si on veut ensuite que la population, par exemple, avalise le choix ou ne s'oppose pas au choix du jury, alors tout d'un coup, là, cette fois-ci, ça va dans l'autre sens, il faut restreindre la liberté qu'on avait accordée au départ, et puis il faut changer les matériaux. Et puis ensuite, ah non, mais cette toiture, finalement, son côté asymétrique, peut-être qu'il va être dérangeant pour trop de personnes. Tout à coup, il y a une fronde, il y a certains milieux qui disent que ce projet défigurerait la ligne, la skyline de la cité. Et puis donc le politique, enfin, je pense que vous avez suivi cette histoire, tout d'un coup dit ah oui, on va demander aux architectes d'amender leur projet, et puis ça, ce serait une sorte de pas dans la direction des personnes qui s'opposent au projet, et on va demander un toit géométrique plutôt qu'un le toit symétrique qui avait été pensé au départ. Et si on montre ça, c'est pour faire un contrepoint à un autre duo d'images, où en fait on voit comment les architectes ont finalement utilisé un autre espace de liberté, c'est-à-dire que par rapport à ce qui était visible, en quelque sorte, là tout d'un coup ils ont dû restreindre, je ne sais pas leurs ambitions, mais en tout cas le lien qu'il y avait entre leur projet, disons, et puis ce qui a été réalisé au bout du compte. Là, par rapport à tout l'espace d'accès à la grande salle du Parlement, et bien là, les architectes ont pris une liberté par rapport à ce qu'était le projet de concours, et on fait finalement de cet espace-là l'espace majeur de tout le projet. Et c'est à cet endroit-là que le projet a gagné ce qu'il a peut-être perdu à un autre endroit. Donc on voit qu'on est toujours dans cette logique un petit peu de négociation, c'est-à-dire qu'il y a à certains endroits, les libertés sont un petit peu réapprivoisées, et puis ça fait partie de ce métier d'architecte, de tout d'un coup essayer de conquérir à d'autres endroits, tout d'un coup un espace où on peut, comme ça a été le cas par rapport à ce bâtiment, valoriser tout l'historique par exemple de la cité qui apparaît sur la droite, là, sur la façade qui est à droite de cet escalier monumental. Peut-être je fais juste... Vous remarquerez d'ailleurs dans les publications, là on a pris quelques publications, et une publication du Grand Conseil vaudois, comme il présente le bâtiment, au départ, l'idée c'était quand même, entre autres, la volonté de faire un nouveau skyline, en fait, de figurer le Parlement comme une institution aussi importante que la cathédrale ou le château à l'époque. Et c'est clair que maintenant, dans les brochures, en tout cas la première image qu'on voit de ce Parlement, des fois c'est la photo de l'intérieur du Parlement, mais surtout cette hall d'entrée du Parlement. Et on passe un peu en douce sur ce compromis vaudois, enfin il faut bien le dire, qui a été fait pour cette toiture. Ça c'est aussi un concours qui est intéressant par rapport à cette question de la liberté, et puis aussi justement sur la manière dont on conçoit le métier d'architecte. Donc là on a une situation un petit peu inverse par rapport à celle du musée cantonal des Beaux-Arts, sur la gauche, vous avez une tour, et il n'était pas forcément question de garder cette tour, en fait. Les architectes, donc on est nouveau dans une logique de concours, essayer de trouver une bonne idée par rapport à ce qu'on peut faire sur ce terrain où il y a cette tour. Cette tour, elle était construite dans un contexte où, au niveau énergétique, etc., on n'est pas du tout aux normes actuelles. Donc ici, on a quelque chose qui est notamment très problématique à ce niveau-là. Et puis,
dans cette compétition, des architectes la plupart du temps, ils ont démoli cette tour, en ont fait une autre. Et il y a un bureau qui s'appelle l'Acaton-Vassal, qui n'est plus Pritzker Prize, parce que c'était des Pritzker Prize avant Francis Guillemot-Perret. Ces architectes disent non, on n'a pas besoin de détruire cette tour, en fait on peut l'emballer non pas seulement avec de l'isolation, mais avec des espaces supplémentaires. Et puis ces espaces supplémentaires qu'on va créer, à la fois ça va permettre de mieux isoler le bâtiment, puis ça va créer aussi des logements plus agréables, parce que là c'est vraiment une tour qui est dans une situation assez caricaturale. On est à côté du boulevard périphérique de Paris, et c'est vraiment une population qui habite là, parce qu'en général elle n'a pas les moyens d'habiter ailleurs. Et ce qui est très beau là par rapport à ce projet et par rapport au rôle de l'architecte, justement, entre des fois le geste génial et puis d'autres fois plutôt l'idée un peu sociale du métier, c'est que le premier travail des architectes, c'était simplement de regarder qui était bien dans son appartement, dans ce bâtiment, parce que voilà, comme on était bâti des années 60, 70, plus aux années 70, disons, il y a des personnes qui sont entrées dans ce bâtiment sans avoir d'enfants, qu'on a eu après, donc qui se retrouvaient dans des trop petits logements, d'autres qui étaient entrés avec des enfants. Les enfants étaient partis, donc on avait des personnes âgées qui avaient du mal à s'occuper d'un grand appartement, et juste de faire en sorte que les personnes qui habitent dans la tour puissent dire si elles étaient bien chez elles, et puis éventuellement faire des rocades. Ça, déjà, ça a changé la vie de beaucoup de personnes. Donc, je pense que c'est une assez belle leçon par rapport à où commence l'architecture. C'est pas avec la construction d'espace forcément, mais déjà en s'interrogeant sur les besoins réels des personnes. Et donc ce projet est devenu très emblématique justement de la manière dont on peut des fois prendre la liberté justement de faire le geste emblématique qui peut être attendu pour faire quelque chose qui n'est pas pensé comme un geste emblématique, mais qui va le devenir parce que tout le monde va reconnaître la qualité de la solution. Et au bout du compte, on se retrouve dans une logique de perversion, parce qu'en bas à droite, vous avez une tour que l'Acaton-Vassal vient de terminer à Genève, qui reprend évidemment l'esthétique de la tour de Bois-de-Prêtre, sauf que les loyers ici sont impayables pour des personnes qui n'ont pas d'énormes moyens. On voit aussi cette récupération comme ça, qu'il y a dans le champ de l'architecture, justement, des idées qui sont pensées par rapport à des situations spécifiques et qui tout d'un coup deviennent quelque chose de l'ordre de l'image de marque. Et je pense que ça serait intéressant. Vous vous posez peut-être la question pourquoi on saute finalement d'une architecture d'exemple plutôt institutionnelle, où l'architecte a un rôle, l'architecte apparaît comme, pas un démiurge, mais comme le protagoniste qui va trouver l'idée ou la solution à un problème, à une autre manière de pratiquer qui est on peut dire, qui agite davantage maintenant la profession, c'est comment l'utilisateur, au fond, et c'est particulièrement le cas dans le logement, devient aussi protagoniste finalement du résultat qui va s'opérer. Typiquement, là, on était dans l'exemple, ici, on était entre le choix de démolir cette tour, les habitants s'en fichent en quelque sorte, ils partent ailleurs, et on arrive avec une autre attitude où on dit non, l'habitant fait partie de la tour, il est constituant, quelque part physiquement de cette tour-là, et on va tout faire en sorte pour améliorer le quotidien tout en gardant les gens dedans. Et on bascule, et c'est pas par hasard si ces quelques dernières années, les architectes qui ont été mis en avant, typiquement avec le Nobel de l'architecture, l'année passée c'était l'Acaton-Vassal, justement ce bureau. Quelques années auparavant, on vient un exemple dans un autre contexte complètement différent, c'était un architecte chilien, Aravena, qui a une bonne partie de sa pratique consistait à trouver des solutions au logement précaire, aux bidonvilles qui pullulent un peu partout en Amérique latine, en Asie et dans beaucoup de continents. Et puis, comment faire en sorte de donner un habitat digne, qui ait une certaine structure, mais en laissant la part d'intervention, pas pour le geste, simplement parce que en faisant cette structure au-dessus, au coût le plus minimal, ça permettait de l'occuper après, de faire l'autofabrication par les habitants. Et on trouve des expériences en Suisse, en fait, de même ordre, un petit peu, c'est naissant, et c'est un peu une interrogation, comment, surtout en Suisse où le terrain est si cher, où le prix de la construction est le plus élevé au monde, et il y a des esquisses de solutions qui se dessinent à Bâle notamment, où on voit, à la photo de gauche, où on remet un logement nu pratiquement. C'est qu'une structure
avec un embryon de salle de bain, enfin, il n'y a pas de mur. Et puis on voit comment les locataires, je pense que c'est des locataires, je ne suis pas sûr, enfin, ils peuvent, eux, à leur tour, transformer ce lieu en quelque chose de... Enfin, ils se l'approprient véritablement. Par contre, la différence, et que je trouve notable, c'est que autant on peut dire qu'en Amérique latine, la normative aussi, tous les règlements permettent d'être assez détendus par rapport à toutes les questions de sécurité de feu, etc. Évidemment, en Suisse, on aura beaucoup de peine à laisser cette liberté d'action, et on voit dans ces exemples, les façades sont assez dures, et on a encore, peut-être c'est pas encore assez occupé, mais on a des images qui nous ramènent quand même aux cités. On a encore deux exemples, un zurichois genevois, parce que voilà, ce qui est intéressant, de nouveau, il y a ce jeu en fait. L'architecture, elle est toujours fruit de son contexte en fait. Après, il y a aussi des situations où c'est le monde de l'architecture qui peut avoir une influence sur la société, disons. C'est comme dans beaucoup de domaines, c'est cette dialectique là, comme ça, qui fait évoluer les choses. Et par exemple, voilà, Zurich, c'est une ville où il y a beaucoup de coopératives d'habitation qui se sont développées. Pourquoi les coopératives d'habitation se développent? C'est aussi parce qu'il y a une pensée par rapport au fonctionnement social qui a évolué en disant, ok, l'habitat individuel, c'est pas forcément la panacée. Donc comment on arrive à s'organiser pour développer d'autres modèles. Et puis, de fil en aiguille, tout à coup, maintenant, on commence à avoir des typologies assez novatrices, avec aussi cette volonté, justement, des autorités publiques de créer une forme de laboratoire, d'avoir des endroits dans la ville où, tout à coup, on ne va pas tellement d'abord établir un règlement et ensuite proposer aux architectes de créer quelque chose dans ce cadre, soit avec des situations où on a un petit peu une sorte de carte blanche, et puis on va travailler alors, de manière justement un peu horizontale entre les personnes qui vont financer, des personnes qui investissent, des personnes qui vont construire, des personnes qui vont amener de l'expertise par rapport à des enjeux comme par exemple le développement durable ou autre. Et puis on voit ici des images d'un quartier qui s'appelle Mehrheitswohnen, qui a été développé justement à partir de cette occasion qui était le centenaire de la naissance des coopératives d'habitation. Les coopératives d'habitation sont nées au début du XXe siècle à Zurich. Début du XXe, il y avait cette idée de réinventer la coopérative, et sur la droite, on voit tout d'un coup des plans, un plan là justement qui ne ressemble pas au plan qu'on a l'habitude de voir par rapport au logement, parce que tout d'un coup, la répartition des personnes à l'intérieur d'un noyau, c'est pas forcément un couple avec deux enfants, mais tout d'un coup, il y a d'autres scénarios qui commencent à pouvoir être établis. On voit tout d'un coup que voilà, cette manière de penser la structure familiale, par exemple, elle est repensée dans la société d'une manière générale, elle est repensée dans le domaine de l'architecture, et les deux choses s'influencent mutuellement. Peut-être juste un dernier commentaire par rapport à cet exemple-là. Évidemment, ça c'est un exemple à Zurich qui est assez exceptionnel et qui font pâlir d'envie tous les architectes romans, parce que ça présuppose des conditions cadres pour faire ça qui sont inhabituelles en fait. Si vous regardez, ne serait-ce que cette image de cage d'escalier, c'est une générosité des espaces, une complexité aussi acceptée qui n'est pas courante en fait. C'est tout un promoteur immobilier dirait, c'est toute la place perdue pour faire du logement. Donc des surfaces qu'on peut pas valoriser, comme pour reprendre le langage habituel. Et cette contrainte-là, bon, pour vous ça peut paraître anecdotique, mais c'est la contrainte principale, en tout cas dans le domaine du logement, souvent, c'est s'il n'y a pas une forme d'ouverture et de considérer cette question du logement autrement, c'est impossible d'arriver à des résultats comme celui-ci. Peut-être pour finir quand même sur une note positive d'expérience genevoise, à l'occurrence, que moi je trouve assez réussie encore, où on a poussé l'expérimentation. Alors là, on était d'une radicalité absolue sur les domaines de l'écologie, de la participation, avec un résultat qui marche assez bien, je trouve, quand on voit l'image de droite, qui n'est pas une image de synthèse,
où on voit que, à l'occurrence, une structure assez rigide permet une appropriation qui donne une forme de vie, en fait. En tout cas, on sent que chacun a pu s'approprier ces espaces tout en menant une expérimentation constructive à tous les niveaux. Puis on finit peut-être avec l'image qui... Alors c'est peut-être l'avenir de l'architecture. Non, je ne pense pas, mais pour vous dire qu'on est dans un moment de bascule, mais la profession est évidemment agitée par plein de questionnements sur quel est le rôle de la participation. Dans l'intitulé de la conférence, on parlait des démarches participatives qui sont souvent des alibis politiques, mais qui peuvent être aussi des moteurs pour arriver à des résultats plus novateurs. On aimait bien cette image aussi, passer un clin d'œil à la conférence que Emmanuel Anti avait faite, où elle parlait de Karen Dalton, en fait, et il y avait des très belles images de la maison où cette musicienne a habité. Enfin, il y avait surtout des images de cette maison qui n'existait plus, qui avait juste laissé sa trace au sol. C'est comme si cette maison-là, comme ça, qui était partie sur la route et puis qui offrait tout d'un coup justement une autre manière de formuler cet oxymore. La maison de paille, ça paraît un oxymore parce qu'on connaît l'histoire des trois petits cochons. Cette maison ambulante, ça paraît un oxymore aussi. Et à partir de là, ces dernières images, elles montrent que, je ne sais pas si c'est une position qui est partagée, mais je pense qu'actuellement, voilà, on essaie plutôt de trouver des solutions qui sont dans une sorte comme je disais avant, d'horizontalité, de juste milieu entre différentes possibilités d'aborder les choses, plutôt que dans une logique où il faut vraiment absolument choisir son cas. On a fini, je pense.